Quand avez-vous vraiment décidé d'être candidat? Tout au long de ces dernières 4 années. Ouais. Il y a eu un formidable espoir après l'élection de Nicolas Sarkozy, et cet espoir n'a pas cessé d'être déçu. Et à chaque étape, j'ai tiré la sonnette d'alarme pour dire aux Français que cette politique ne pouvait pas réussir. Mais la décision, vous l'avez prise quand? Alors, tirer la sonnette d'alarme, ce n'est jamais suffisant. Non. La décision, je l'ai prise dans les derniers mois, quand j'ai vu que l'offre politique, François Hollande à gauche, Nicolas Sarkozy à droite, le candidat du Modem au centre, s'enfermaient tous dans des jeux politiciens. Tous représentants des partis. L'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection ou la rencontre d'un parti et du peuple. C'est la rencontre d'un homme et du peuple. Vous savez, on a oublié ce qu'est un président de la République. Et c'est vrai que pendant 4 ans, l'image, la fonction présidentielle se sont considérablement brouillées. Un président de la République, c'est un guide, c'est un homme qui trace un chemin. C'est pas quelqu'un qui s'agite sur l'échiquier politique. C'est quelqu'un qui trace un chemin, qui définit des grandes convictions et qui rassemble les Français. Mon sentiment, c'est qu'il y a un immense effort de réconciliation nationale qu'il faut faire. Et vous savez, je suis né au Maroc, j'ai grandi en Amérique latine, j'ai vécu un peu partout sur la planète, en Inde et ailleurs. Mais ma famille est originaire de Bourgogne, du Limousin, de Lorraine, de plusieurs régions de France. Et ça me permet de comprendre cette diversité française. Mais aujourd'hui, les Français ont compris que s'ils ne se rassemblaient pas, que si nous n'étions pas capables d'organiser une véritable union nationale, eh bien, nous serions incapables de faire face à ce qui se passe en Europe, l'effondrement européen et ce qui se passe dans le monde. Alors donc il faut se serrer les coudes et changer la donne politicienne. Le système politique est épuisé. Regardez le Conseil des ministres, une 40aine de ministres. Ça ne prend jamais une décision. Regardez nos régions qui se battent en ordre dispersé. Aujourd'hui, c'est 8 grandes régions qu'il nous faut. Nous devons nous donner les outils et les leviers pour gagner la bataille. On va revenir sur vos solutions et vos propositions. Bien. Mais la décision définitive, vous l'avez prise pendant le week-end? Non, non. C'est une décision que j'ai mûrie dans la solitude et vous êtes dit des oui, derniers mois. Lorsque vous êtes dit oui, j'y vais, c'était quand? C'était il y a à peu près 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois, quand j'ai vu que le discours politique tournait en rond et que rien ne changerait. Quand vous entendiez ici ou là, il n'ira jamais, Dominique de Villepin, ça vous faisait sourire? Sourire, c'est pas le mot, parce que c'est une étrange sensation, vous savez, que de se dire qu'on va rentrer dans cette bataille-là, qu'on va briguer cet honneur-là. À la fois un sentiment de fierté. Je le dis, mon parcours, c'est pas le parcours d'un homme politique professionnel. Fierté. Enfin, vous en vivez de la politique? Non, je n'en vis pas. Bon. Je suis sans doute aujourd'hui le seul candidat qui n'est pas payé pour faire de la politique. Alors justement. Mes sentiments de liberté. Vous savez, quand vous regardez le casting présidentiel, quels sont les hommes libres? Regardez François Hollande aujourd'hui, empêtré dans la complexité du Parti socialiste, quand on voit la position qui est prise sur le nucléaire, quand on voit la position qui est prise sur le rang de la France et ses positions au Conseil de sécurité, envisageant de supprimer le siège français au Conseil de sécurité. Tout cela montre à quel point les candidats de droite et de gauche et du centre sont empêtrés, tenus par des contraintes politiciennes. Que dites-vous? Ce n'est pas mon cas. Bon. Je suis à la rencontre des Français, totalement libre. Alors que dites-vous ce matin à ceux qui disent « il n'ira pas au bout ». Il n'ira pas au bout. C'est une candidature de témoignage. Je l'ai dit hier. Oui. Alors, le ralliement n'est pas dans mon programme. Pourquoi? Parce que toute ma vie s'est construite. Donc vous irez au bout? Contre les conservatismes. Vous irez au bout? J'irai au bout. Toute ma vie s'est construite contre les conservatismes, contre les habitudes. Je crois que servir les Français, c'est se remettre en cause de façon permanente. C'est prendre des risques. Quel est le candidat aujourd'hui qui prend un risque? Ils ont beaucoup d'argent, ils sont confortablement installés à la tête de leur parti, et ils défendent chacun leur petit matelas. Ce n'est pas mon cas. Moi, je défends la France, j'aime les Français et je veux les servir. Je n'ai, semble-t-il, compte tenu de l'analyse que font un certain nombre de gens, rien à gagner dans cette élection. Moi, je pourrais vivre. 1%, moi, je pourrais vivre aujourd'hui des sondages. Attendez quelques jours et quelques semaines, vous ne serez pas déçus. Mais moi, selon ces analyses, je n'ai rien à gagner. Je n'ai que des coups à prendre de m'engager. Vous n'avez pas les moyens de faire campagne, c'est ce qu'on dit aussi. Il y a au moins un candidat qui prend le risque de servir les Français, au risque même de prendre des coups. J'ai encaissé des coups toute ma vie.
Ça ne m'a jamais fait baisser la tête, bien au contraire. Mais je crois que servir les Français, ça demande aujourd'hui du courage. C'est pas pour la 3e fois être candidat comme l'est aujourd'hui François Bayrou. C'est pas être le candidat de son parti comme François Hollande ou comme Nicolas Sarkozy qui veut remettre ça après 5 années d'échec. Il y a aujourd'hui un risque à prendre pour la démocratie française. Il faut être capable de renouveler en profondeur les propositions. Les moyens. Est-ce que vous les aurez? Est-ce que vous les avez, les moyens? Les moyens, ils augmentent tous les jours, grâce à la générosité des Français. C'est-à-dire que tous les jours, nous recevons des dons comme nous n'en avons jamais reçu. Ce qui montre bien qu'il y a un espace vide en politique. Et les signatures. Vous savez, les Français s'apprêtaient à se résigner à voter pour X ou Y. D'où la remontée du candidat du MoDem aujourd'hui. Mais dans une insatisfaction profonde. Eh bien moi, j'entends rallier un certain nombre de Français, non pas par dépit, non pas par déception, mais parce qu'à un moment donné, ils se disent, voilà quelqu'un qui peut changer la donne. Alors, et les 500 signatures? Alors, les 500 signatures, c'est un travail quotidien. Nous avons des équipes sur le terrain, nous partons d'un travail qui a déjà été fait au cours des derniers mois, et nous allons intensifier ce travail partout sur le territoire français, auprès des maires, des conseillers généraux, les conseillers territoriaux, tous ceux qui peuvent apporter leur signature, mais croyez bien qu'on ne va pas faire ça en unijambiste. Alors, Dominique de Villepin, 2 commentaires. Luc Châtel était à votre place hier. Il vous conseillait de rebaptiser votre mouvement République solidaire en République solitaire. Et réaction de Brice Hortefeux ce matin. Il demande l'Union nationale, mais l'Union nationale ne passe pas par la division électorale. Alors, 2 réactions. La première, elle est courte. Luc Châtel, je l'aime bien. Je l'ai aidé à rentrer en politique. Bah, honnêtement, c'est pas digne du ministre de l'Éducation nationale. Aller faire des jeux de mots comme ça sur le nom d'un mouvement, c'est pas digne. Enfin, la politique, on peut ne pas être d'accord, mais on doit y mettre au cœur le respect. Qu'est-ce que c'est que ce mépris? Et au nom de quoi un jeune élu se permet comme cela de renvoyer un aîné? Un peu de respect. Quant à Brice Hortefeux, candidat de la division, mais qui a divisé les Français depuis 4 ans et demi? Là aussi, il ne faut pas se foutre du monde. Que Brice Hortefeux relise ses classiques, qu'il relise ses 4 années, qu'il revoie les déclarations, qu'il revoie en profondeur le discours de Grenoble. Qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 4 ans et demi? À chaque fois, le gouvernement a choisi de diviser, de stigmatiser pour, soi-disant, éviter la montée des extrêmes. Mais c'est pas l'idée que je me fais de la France. Le rassemblement, c'est le rassemblement de tous. C'est pas le rassemblement des intérêts. C'est le rassemblement des sensibilités, des mémoires, des ambitions, des idéaux. Aujourd'hui, la France, elle a un problème. Elle ne croit plus dans l'avenir. Les Français doutent de la capacité de leur pays à avoir encore un avenir. Et c'est tout cela qu'il faut donner. Et j'ai un atout que n'ont pas beaucoup de candidats. Je suis un homme neuf. Pendant 4 années... Vous n'avez jamais été élu. Je n'ai jamais été élu. Et croyez-moi, j'ai un enthousiasme et un appétit formidable pour cette élection. Bien. Et deuxièmement, j'ai un bilan. Vous savez, quels sont les candidats qui peuvent dire, de 2005 à 2007, étant Premier ministre, ils ont fait en sorte qu'il y ait 600 000 chômeurs en moins? Quel est le candidat qui peut dire, bien sûr, on peut parler du label France, on peut parler du produire en France. Moi, de 2005 à 2007, j'ai agi au nom du patriotisme économique. Je n'ai pas fait, comme le candidat du MoDem, l'écrire dans un programme. Quel est le candidat qui peut dire, j'ai réduit la dette en France? Depuis 1974, le seul moment où il y a eu un effort structurel de baisse des déficits, c'est entre 2005 et 2007. 2,5 points de dette en moins. C'est-à-dire moins 50 milliards de déficit par opposition aux 500 milliards de dettes qui ont augmenté depuis 2007. Vous savez, ça, c'est pas des paroles, c'est pas des promesses. Les Français, ils vont devoir juger des hommes, des bilans. Mais vous êtes aussi l'homme du CPE, Dominique de Villepin. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui a flingué le CPE? Oui, c'est Nicolas Sarkozy qui a fait capoter le CPE. Beaucoup plus que la rue. Mais oui. L'homme du CPE, c'est l'homme qui refuse la fatalité, qui refuse les 40% de chômeurs dans les banlieues. C'est l'homme qui essaye en permanence de se battre. Qu'a-t-on fait pour l'emploi depuis 2007? J'ai inventé, avec Jean-Luc Borloo, le contrat de transition professionnelle. C'est la seule réussite depuis 2007 en matière d'emploi. Alors, vous savez, à un moment donné, on va arrêter les bonnes paroles, on va arrêter les promesses et on va regarder ce que chacun est capable de faire. Et je veux bousculer le jeu politique. Les Français veulent du changement, ils vont en avoir.
Eh bien, nous allons en parler dans 2 minutes. 8h44, vous êtes sur BFM TV RMC. Dominique de Villepin, notre invité. À tout de suite. Du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. Dominique de Villepin est notre invité. Est-ce que Rachida Dati a raison dans son positionnement face à François Fillon? On peut la comprendre. On est dans un arrondissement et tout à coup, toc toc toc, c'est le Premier ministre qui débarque avec son parachute. C'est honnêtement digne des intouchables. C'est pas acceptable. C'est lâche. Mais c'est Rachida Dati, elle fait partie d'une famille politique. Moi, j'ai quitté l'UMP. Alors, est-ce que dans une famille politique, on doit dire amen à tout, et même au bon Dieu quand il arrive et s'installe sur vos plates-bandes? Personnellement, dans cette affaire, c'est une question de tempérament. Je comprends la réaction de Rachida Dati, et je vous promets que depuis 30 ans, j'aurais pu me faire élire tous les 5 ans avec la méthode de François Fillon. Bien. Karachi, Renaud Donodio de Vabre en garde à vue, possible détournement de commission en marge de la vente de sous-marins au Pakistan et de frégates à l'Arabie Saoudite. Est-ce que cette affaire peut compromettre Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous le pensez? C'est pas à moi de le dire, mais dans cette affaire, il y a aujourd'hui une enquête pour savoir si les commissions qui ont été versées avant 1995 ont donné lieu à des rétrocommissions. Et évidemment, il y a un certain nombre de gens qui sont entendus pour cette affaire. Nous verrons bien, c'est le juge qui fait son travail, ce n'est pas à moi à porter un jugement. Et vous compromettre vous? Est-ce que cette affaire peut vous compromettre? Je n'ai alors là strictement rien à voir avec cette affaire. Il ne faut pas confondre les gens qui sont soupçonnés de corruption dans ce dossier et ceux qui ont contribué à arrêter les commissions. Moi, le juge. Donc vous soupçonniez la corruption vous-même. Mais c'est pour cela. C'est pour ça que vous avez arrêté le versement. Ne mélangeons pas tout. Jacques Chirac a demandé à son ministre de la Défense de faire une évaluation et la conclusion de cette évaluation, c'est qu'il y avait un très fort soupçon de rétrocommission. Ne mélangeons pas ceux qui sont aujourd'hui victimes d'accusations et ceux qui ont contribué à arrêter les commissions. C'est ce que vous allez dire au juge le 4 janvier? C'est ce que je vais dire au juge au début janvier. Début janvier. Que vous aviez un soupçon de rétrocommission, que c'était la raison pour laquelle vous avez arrêté le système. Mais à aucun moment je ne suis mis en cause dans ce dossier. Bien, Dominique de Villepin, regardons vos propositions. Elles sont, sur le plan institutionnel, très claires. Je les résume. 8 grandes régions, vous en parliez tout à l'heure. Référendum développé, 1/3 de députés et sénateurs en moins, proportionnel, suppression du cumul des mandats, 10 ministres. Ça, c'est une grande réforme institutionnelle. Je suis le seul candidat qui est prêt aujourd'hui à changer le système politique, tout simplement parce que je sais qu'on peut changer le président de la République. Cela ne changera rien à l'efficacité politique si on ne change pas la donne. Et je veux que ce programme de refondation politique soit adopté dans les semaines qui suivront l'élection présidentielle, en redonnant la parole aux Français par référendum. C'est eux qui adopteront l'ensemble de ces dispositions, car croyez-le bien, je le sais, aucune représentation nationale n'acceptera de se couper un bras. Supprimer 1/3 de parlementaires, supprimer le cumul des mandats, croyez-moi, il vaut mieux faire confiance aux Français qu'à la représentation nationale. Inscription sur les listes électorales et vote obligatoire aussi. C'est l'une des propositions que vous faites. Ça fait partie de l'idée du retour du citoyen. Le citoyen est absent dans la démocratie française. Et c'est pour cela que je suis candidat aussi. Les Français votent tous les 5 ans. Et tous les 5 ans, ils sont déçus. On ne peut pas aller ainsi d'élection en élection à un tel désenchantement. Votre revenu citoyen de 850 € tient toujours ou pas? Vous allez le modifier? Je vais modifier en profondeur la mise en œuvre du revenu citoyen, mais je suis très attaché à l'idée que dans un pays où il y a 8 millions de pauvres, 4 millions de chômeurs, où nous aurons vraisemblablement en 2012 une croissance zéro, ça veut dire beaucoup de chômeurs en plus. L'année 2011 a été dramatique, l'année 2012 sera encore plus difficile. Il faut offrir aux Français quelque chose. Et pour offrir aux Français la dignité, la possibilité de se lever de matin et d'apporter une contribution, il faut à côté de l'emploi marchand, de l'emploi traditionnel, de tous ceux qui ont la chance de pouvoir un emploi, développer l'activité. L'activité, c'est la dignité. Dans des tâches d'intérêt général, dans des tâches associatives, dans des tâches qui ne sont pas remplies par les emplois marchands, mais qui sont indispensables à la vie de la nation si on veut réconcilier les Français. La grande ambition, c'est ça. Rassembler, réconcilier les Français. Faire en sorte que chacun ne montre plus l'autre du doigt en disant « voilà un profiteur, voilà un assisté ». Le revenu citoyen, c'est la possibilité de supprimer l'assistance en unifiant l'ensemble des prestations et en donnant une contrepartie
à ces aides, la contrepartie, c'est l'activité. Chacun apporte une contribution. Mais il faut prendre en compte la situation financière. Il faut donc de façon réaliste faire en sorte que ce revenu, de façon progressive, puisse être augmenté à partir du développement de la croissance, qui reviendra si nous menons une politique adéquate dans les prochaines années. La fiscalité, vous proposez un impôt citoyen, 60% pour les revenus supérieurs à 1 million d'euros par an. Vous instaurez le revenu, l'impôt payé à la source. L'impôt payé à la source. L'impôt payé dès le premier euro touché ou gagné. Tous les Français doivent payer l'impôt. C'est une question de dignité, c'est une question de citoyenneté. De la même façon que je suis pour le vote obligatoire, être citoyen, c'est voter et c'est payer l'impôt, même de façon symbolique. Et donc, il y a dans la réforme fiscale un volet essentiel de citoyenneté. Il y a un deuxième élément, c'est que nous avons besoin d'une TVA emploi, environnement, exportation, qui nous permettent de réduire le coût du travail. Si nous voulons être compétitifs dans l'Europe et dans le monde, nous devons abaisser le coût du travail, faire comme les Allemands. Et ça implique donc que nous reportions le coût du travail qui pèse aujourd'hui sur les salaires, qui pèse aujourd'hui sur l'emploi, que nous le reportions sur la TVA. Mais pourquoi, par exemple, ne pas aider fiscalement les entreprises qui ont fait l'effort de rester en France et de fabriquer en France ? Alors, il faut prendre en compte, et ça j'entends bien, que l'impôt sur les sociétés soit modulé à partir de l'effort fait par les sociétés. De la même façon, je souhaite que les grandes sociétés soient obligées de recruter davantage de jeunes. Nous avons un problème essentiel qui est l'emploi des jeunes. Eh bien, il faut que les grandes sociétés soient obligées de recevoir un certain nombre de jeunes en apprentissage, en stage, ou en emploi, de façon à débloquer le marché de l'emploi. Il y a une révolution à faire. Le revenu citoyen contribuera par ailleurs à augmenter le pouvoir d'achat des Français. Vous savez, c'est pas pareil d'avoir une activité et donc une contrepartie de revenus. Ça change la consommation, ça change le pouvoir d'achat. Il faut faire bouger les choses. Dernière question. Régis Bulot reste votre ami ? C'est un ami, bien sûr. Il reste votre ami ? Bien sûr. Malgré tous les déboires. Vous savez, des amis peuvent rencontrer des difficultés. Je n'ai rien à voir avec cette affaire, mais l'amitié, on ne transige pas là-dessus.